Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Tazria Metzora, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Gimel, 13e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Nun He, verset 55. Donc, nous nous étions arrêtés avec cette plaie qui est apparue sur un vêtement. Et donc le Kohen avait une première fois mis de côté cet habit pour voir l'évolution de la plaie. Puis, suite à cela, il a dû Isgiro Shivat Yamim Shenit, il a dû la faire enfermer, la mettre de côté pendant une autre période de 7 jours. Et maintenant, il va voir l'évolution après lavage. Pasuk Nunhe, verra à Kohen et le Kohen va voir Achare après ou Kabes et Anega, que était lavé la plaie. Veine voici, lo hafar hanega et eno, lo hafar, il n'a pas transformé, ça ne s'est pas changé, anega, la plaie et eno, son aspect. Ça veut dire que c'est resté la même chose. Yerakrak ou adamdam, soit verdâtre, soit rougeâtre. Veanega lo fassa, et la plaie ne s'est pas plus étendue. Alors à ce moment-là, taméo, cet habit est impur. Ba'esh tisrefenu, faudra le brûler. Pechetet hi, c'est une plaie pechetet qui est pénétrante. Bekarachto ou begabarto. Ou bien dans sa karachat ou bien dans sa gabachat. Volontairement, je ne traduis pas ici puisque on avait vu déjà ces mots-là en faisant référence à la calvitie arrière du crâne ou devant le crâne. Ici, on va voir que ça désigne complètement autre chose, ça désigne un vieil habit ou un habit nouveau. Voyons d'abord ce que nous dit Rashi. Achare ou kabes, lachon et asot. Ici, c'est un verbe conjugué au passif. Il ne se lave pas l'habit, il est lavé. Lo afach hanegait eno, la plaie n'a pas changé d'aspect. Lo uk'a mimarito, elle n'a pas diminué, elle est restée aussi forte dans sa couleur, mimarito de son aspect. Donc déjà, il n'y a pas de baisse dans l'intensité de la couleur. Par contre, vers un égal au faça. Par contre, elle n'a pas évolué, elle ne s'est pas plus agrandie. Donc ici, on a l'aspect qui est resté le même, mais pas de plaie qui s'étend. Il est tamé. Rachid nous dit, Shamarnu, on a entendu chez Imlo Afar, que si ça ne s'est pas transformé, c'est-à-dire que la couleur n'a pas changé, Velo Fassa, et que ça ne s'est pas étendu, tamé, il est tamé, c'est ce qu'on voit ici. C'est le même aspect, donc par exemple l'aspect rougeâtre. Par contre, ça ne s'est pas étendu, il reste quand même tamé. Ven, sarich lomar, j'ai pas besoin de nous dire le din, lo hafar, si la couleur n'a pas évolué, c'est resté le même rougeâtre, ou fassa, et que ça s'est étendu. C'est sûr que c'est tamé. Par contre, hafar, si la couleur a changé, vélo fassa, et ça ne s'est pas étendu. Eni Yodea Maya Aselo, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudra lui faire? Talmud Lomar, la Torah nous dit, Vehisgir et Anega. Il faudra enfermer la plaie Mikol Makom, quoi qu'il arrive. Donc ici, quand l'aspect a changé, mais que ça ne s'est pas étendu, ça reste une plaie, puisque c'est marqué Vehisgiro et Anega, d'Ivré Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Chachamim Ombrim, mais les Chachamim, eux, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rashi n'amène pas la suite, et il dit que, étant donné que s'il y a une évolution dans la couleur, alors à ce moment-là, ça va être exactement comme le din qu'on a évoqué précédemment, et il faudra analyser est-ce que ce changement de couleur est un changement de couleur dans les gammes de couleurs qui sont interdites, et là, c'est comme si la plaie n'a pas évolué dans le sens de la purification et restera tamée, ou bien ce sera une évolution de couleur vers une couleur qui n'est pas considérée comme une couleur interdite, entre guillemets, et là, il faudra le considérer comme pur. Urezemati Akan, et Rachidi, je l'ai simplement ici allusionné, les Yachev Amikra al Ofnav, pour expliquer le pasouk comme il faut, pour comprendre que malgré le changement ou le non-changement, reste que la Torah, en nous disant les mots Veisgir et Anega, dit que le principe est qu'il faudra encore une fois
suivre l'évolution ou bien déclarer tamé. Pechetet i, c'est une plaie. Pechetet, la shon gouma, c'est comme quelque chose qui rentre à l'intérieur, comme un petit trou. Kemo beachat ha pechatim, klomar shefela'i. Elle est profonde, elle est pénétrante. Nega shemarav shokim, c'est une plaie dont l'aspect semble rentrer à l'intérieur de la peau. Bekararto begabarto, ketargumo, comme le Targumon Kilos dit, bishrikute o bechadoute. Shrikute, c'est un habit qui est abîmé, ancien. O bechadoute, c'est un habit qui est nouveau. Kararto, shechakim, yeshanim. Ça veut dire des lambeaux, quelque chose de vieux. Ou mipne un midrash, et à cause du midrash, c'est-à-dire pour l'interprétation qu'il faut faire de ce pasouk-là, chez Utzrach l'Ixera Shava. Parce qu'on en a besoin pour faire une comparaison de cas. Une Xera Shava, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a deux termes qui sont identiques dans la Torah, qui ont bien sûr une certaine particularité. On ne va pas comparer tous les vayomer qui sont marqués dans la Torah. On peut dire de la même manière que dans tel et tel sujet, il y a ce mot et on applique cette loi. Alors dans l'autre sujet où il y a ce mot, on va appliquer la même loi. Normalement, Bekararto, Bekabarto, ça parle de la calvitie. Et ici, Bekararto, Bekabarto, ça parle de l'état de l'habit. Est-ce que c'est un vieil habit ou un habit neuf? Maintenant, on se pose une question. Minaïn les fricha bebgadim sheiteora. D'où est-ce qu'on sait que lorsque la plaie s'est étendue sur tout l'habit, que c'est taor? On a déjà vu ça. Que lorsque la plaie, elle vient et elle recouvre entièrement, la plaie, ça s'appelle une plaie pure. Mais d'où est-ce que je sais que ça c'est valable aussi pour un habit? On l'a pas étudié ça. Alors on dit Neemra karachat vegabachat be'adam. On a utilisé le terme de karachat et de gabachat concernant un homme. Veneemra, et on a utilisé le terme de karachat vegabachat bibgadim concernant les habits. Mal et alan parach bekulo taor, comme chez l'homme, où on employait les termes de karachat et de gabachat, même si ça ne veut pas dire la même chose. On a dit que si la plaie s'est étendue sur tout l'homme, il est taor. Afkan, même ici, parach bekulo, si ça s'est étendu dans tout l'habit, il est taor. Et ça, c'est une analogie de mots, puisque ici, on a employé kararto et gabarto, et chez l'homme, on a employé kararto et gabarto, et ben, on va faire une similitude sur ce détail-là. Que comme chez l'homme, lorsque la plaie s'est complètement étendue, il est taor. Ici, dans l'habit, quand la plaie s'est complètement étendue, il est taor. C'est pour ça que le passouk il a pris la shon karachat vegabachat. Où il y a Inyan, Pirusho, Vetargumo. Maintenant, si tu veux son explication et sa traduction de manière littérale, Zeu Mashmao, c'est ça que ça vient nous dire. Le sens de karachat, c'est la shon Yeshanim, vieux, Vegabachat, et Gabachat, la shon Chadashim, ça veut dire neuf. Keilu Nirtav, c'est comme si c'était marqué Beacharito ou Bekadmuto. D'avant, avant, Achaor, Acharito, ou Bekadmuto, ou bien de devant, c'est-à-dire on parle ici de l'avenir de ce tissu, ou bien son avenir est derrière lui, ou bien son avenir est devant lui, ou bien il est vieux, ou bien il est neuf. Rachid dit, Shea Karachat Lachon Achoraim, Karachat, c'est une calvitie à l'arrière du crâne, ici c'est un habit qui est vieux, il est déjà à l'arrière. Kabachat la champagne, kabachat c'est devant. Kmo chez Katouv, comme c'est marqué, ve'im et peat panav. Donc, ici, comme dans le crâne, kabachat ça désigne l'avant, ici ça désigne un tissu qui a son avenir devant lui, si on peut s'exprimer ainsi. Va karachat, kol chez chauffeur, ve'yored minakot kod lacharav. Karachat c'est tout ce qui est une calvitie à l'arrière du crâne. Car Mefouraj Torah de Kohanim, comme ça c'est expliqué dans Torah de Kohanim. Donc ici, on a une magnifique Xera Shava entre les lois de la tsaraat, de la lèpre sur les habits, et les lois de la tsaraat sur l'homme. Pasouk, Nunvav. Ve'im, et si, Ra'a a Kohen, le Kohen a vu, Ve'in et voici Keha Nega. La plaie a diminué de son aspect. Achare ou Kabesoto, après qu'il ait laver l'habit, vekara auto, il va déchirer minha beged ou mina or de l'habit ou de la peau. On parle ici de cuir. Au minha sheti, au mina erev, ou bien de sheti et erev, la chaîne et la trame. Pasuk nunvav rashi, vekara auto, yikra, il va déchirer mekom anega, juste l'endroit où il y a la plaie, min habeged de l'habit,
ve'isrefenu, et il va le brûler. Pasuk nun zayin, ve'im, et si terae od, se verra encore babeged, dans l'habit, dans le tissu, o bacheti, o baerev, ou dans la chaîne, ou dans la trame, o bechol kelior, ou pour tout ustensile en cuir, et qu'elle réapparaît, porachati. Porachati, ça veut dire que c'est une éruption, c'est quelque chose qui a repoussé. Rashi va expliquer, c'est davar achoser vetsomeach, quelque chose qui est revenu et a repoussé, et à ce moment-là, ba'esh tisrefenu, il faudra le brûler dans le feu, et asher boanerga, où se trouve la plaie, c'est-à-dire l'ensemble de l'habit. Nun zayin Rashi porachati, davar achoser vetsomeach, c'est quelque chose qui a repoussé, ba'esh tisrefenu, et kol abeged, tout l'habit devra être brûlé. Pasuk nunchet, ve'a beged et l'habit au hacheti, ou la chaîne au haerev, ou la trame, au kol keliaor, ou bien tout ustensile en peau, à cher techabez qui a été lavé, ve'sar mem anaga, et la plaie a disparu suite à ça, ve'kubas shenit, sera lavé une seconde fois, ve'taer, et là il sera pur. Rashi nunchet, ve'sar mem anaga, im, si, keshekipesuhu batechila, lorsqu'ils l'ont lavé au début, Alpi Kohen, selon l'ordre du Kohen, Sar mimenu anega legamre, Sar est parti mimenu de l'habit de lui, anega l'appelé legamre complètement, fait Choubaz Shenit, il sera lavé une seconde fois. Rachid de nous rappeler, si on ne parle pas simplement de laver, mais on parle la shon tvila, de tremper. Targum shel kibusim shebeparashazu. Ici, lorsque on parle de kibussin, c'est-à-dire de lavage, dans cette paracha, dans ce morceau de la Torah, la shon nibun, ça veut dire quelque chose que l'on va laver, ve'itrava, c'est-à-dire qu'on va rendre blanc. Chutz misé, à part ici, chez Eno les libun, parce que ici, ça ne signifie pas laver, puisque elle a déjà été lavée, elle a disparu la plaie, et là, l'idbol, ici, ça veut dire tromper. Car Targumo, c'est pour ça que si vous regardez la traduction en araméen, c'est marqué ve'itztaba, il sera trempé, immergé. Ren kol kiboussé begadim, la même chose lorsqu'on parle de lavage de vêtements, chez Em Litvila, ce sont des... lorsqu'ils sont liés avec le fait de tremper, mais Tourgamim, alors Onkel aussi le traduit, ve'itztaba, il sera trempé. Donc il y a deux manières de traduire le vekoubas, ou c'est lavé, ou bien c'est trempé. Et si on veut savoir exactement, il faut regarder la traduction en araméen où il nous traduit ve'itztabar quand c'est le cas qui signifie qu'il va le tremper et pas comme nous l'avons traduit précédemment, laver. Nous allons maintenant étudier le Perek Yud Dalet, le 14e chapitre du livre de Vaikra, qui est en vérité le début de Parashat Metzora. Donc ici, la Torah va nous dire de quelle manière le Metzora, le lépreux, va se purifier. Pasuk Aleph. Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem a parlé à Moshe, les morts, en disant. Pasuk Bet. Zot, ceci, Tiye sera Torat Ametzora, la loi du lépreux, celui qui a été condamné et qui a été proclamé impur. Beyom Taorato, le jour où il se purifiera, Veuva el Kohen, et ce jour-là sera amené au Kohen. Ça veut dire quoi? Que le jour même où il y a possibilité de le déclarer pur, il faut le jour même faire le maximum pour pouvoir effectivement statuer sur son état. Et du mot Beyom, Rashi va apprendre Zot yé Torah Metzora, mais la med, de là, on apprend chez En Metaharin Oto qu'on ne le purifie pas Balaïla la nuit. On a besoin du Kohen pour déclarer, puisque de la même manière que c'est lui qui a dit Tamé, impur, c'est lui qui dira Tahor, pur. Maintenant, comment le Metzora, le lépreux, est en dehors du camp? Alors, Pasuk Gimel, Veyatsa à Kohen, le Kohen va sortir, El Michutz la Machane, en dehors du camp. Quand on dit en dehors du camp, c'est en dehors des trois camps, puisqu'il a été isolé tout à fait à l'extérieur du camp,
Et le Metzora, même si maintenant il est guéri, entre guillemets, il n'est pas encore autorisé à rentrer dans le camp, verra à Kohen, le Kohen verra, veine nirpa, et voici, il a guéri, nega atzaraat de sa plaie de lèpre, c'est-à-dire que les poils blancs sont complètement tombés, ou bien la plaie elle-même a disparu, minatsarua du lépreux, c'est-à-dire que la plaie ne présente plus de signes d'impureté. El michutz lamachane, en dehors du camp, ici le camp c'est au singulier, malgré tout c'est chutz les shalosh machanot, c'est en dehors des trois camps, chez Nishtaleach Sham, il a été renvoyé là-bas, bimechaluto, lorsque il a été condamné à l'impureté. Pasuk dalet, vetsitva à Kohen, et le Kohen va ordonner velakar, et il va prendre la mitaer pour celui qui s'apprête à être purifié, shetet siporim, deux oiseaux, c'est un terme général pour désigner des oisillons, chayot, qui sont en bonne santé, vivants, ça vient nous exclure ceux qui seraient blessés, théorot, parmi les espèces d'oiseaux purs, ve'etz erez, un bâton d'arbre d'Erez, Erez c'est le cèdre, ou Sheni Tolaat, et un morceau de laine qui est teint en rouge, qu'on appelle Sheni Tolaat, Ve'ezov, et une espèce d'herbe qui s'appelle l'hysope, qu'on devait amener avec ce que nous avons précédemment dit, c'est-à-dire les oiseaux, le morceau de bois de cèdre, la laine teinte en rouge, et donc Ezov. Rashi d'expliquer Chayot, Prat, c'est pour nous exclure les tréphot, des oiseaux qui ont été blessés. Théorot, Prat, c'est pour nous exclure les Ovtamé, un oiseau qui serait impur. Il faut absolument prendre parmi les espèces pures. Et là, de Rachid expliquait, les filles, puisque chez Gaïm Baïm, que les plaies viennent à la Shonara, à cause de la médisance, chez Maase Pitpouté Dvarim, que c'est quelque part piailler ses paroles, c'est-à-dire ne pas cesser de bavarder. Les fichar, c'est pour cela, où ce que coup, ils ont eu besoin, les taorato, pour sa purification, tsiporim, des oiseaux, chez mes pattes petits tamid, qui, eux aussi, les oiseaux, piaillent tout le temps, parlent tout le temps, entre guillemets, betzif kol, avec le piaillement de leur voix. Vet eretz, pourquoi on doit prendre un bois de cèdre? Les fiches anégaïm, parce que les plaies, baïm algasutarouach, ils viennent à cause de l'orgueil, alors on prend le erez, le cèdre, qui est un bois assez grand, majestueux, pour montrer qu'il ne faut pas être à l'exemple de ce bois qui représente l'orgueil. Ushni tolaat ve'ezov, il va prendre donc une petite herbe et de la laine teint en rouge, ma takanato veitrape, de quelle manière il va s'arranger, il va guérir, il y a shpilatzmo megavato, il va se descendre de son orgueil, ketolaat ou kezov, comme un verre, puisque le verre était écrasé pour faire cette couleur rouge, ou kezov est comme de l'hysope, qui est une toute petite plante. Etz erev makel shel erez, un bois de erez, un bois de cèdre. Ushni tolaat, lachon shel tsemer, donc c'est une langue de laine, c'est-à-dire un morceau de laine de sa voix qui est coloré zéourit en rouge. Maintenant, Pasuke, Vetsiva Kohen, le Kohen, celui qui fait le processus de purification, il va ordonner à un autre Kohen, Veshachat, qu'il fasse la shrita et tatsipor aechat, d'un des oiseaux, le plus beau d'entre eux, le meilleur d'entre eux, El Kele Cheres, dans un ustensile d'argile, tout neuf,
Le Tour explique aussi que le Cheres ici, l'argile représente la petitesse de l'homme. Al Maim Chaim, sur de l'eau d'une source vive. C'est-à-dire qu'on remplissait le Keli, l'ustensile, avec de l'eau de source vive. Et lorsqu'on faisait la shrita de l'oiseau, le sang était mis dans le récipient qui contenait de l'eau. Il devait contenir un revit. Un revit, ça représente environ 12 centilitres. Al Maim Chaim noten otam trila bakeli. Il met d'abord au début dans le keli l'eau. Kede sheye dam tzipor nikar baem. Comme ça, le sang de l'oiseau soit visible. Feka ma'em. Quelle est la quantité de cette eau qu'il doit mettre? Revit, c'est un revit, c'est-à-dire environ 12 centilitres. Pasuk vav. Maintenant, il reste un deuxième oiseau. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce deuxième oiseau? Et à tzipor achaya, l'oiseau vivant, ikachota, il va le prendre, c'est-à-dire qu'il va le mettre de côté. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il va prendre? Ve'etz ha'erez, et le bois de cèdre. Ve'etz sheni atolaat, et la laine qui a été teinte en rouge. Ve'et izov et l'hysope. Ve'taval otam, et il va les tremper. Ve'et atzipor achaya, ainsi que l'oiseau qui est encore vivant. Bedam hatzipor ashechuta, il va tremper dans le sang de l'oiseau duquel on a fait la shrita, al hamaim achaim, dont le sang a été mis sur l'eau vive. Donc, l'oiseau n'est pas attaché avec le reste du bouquet, alors que le reste est attaché avec la laine, le cèdre et l'hysope. Rashi et atzipor achaya ikachota melamed. De là, on apprend, nous dit Rashi, chez Eno Ogdai même, il n'attache pas l'oiseau avec le reste, et là, mafrish aleatzma, seulement il met l'oiseau de côté. Aval, mais aetz vaezov, le morceau de bois de cèdre et l'hysope, kruchim yachad, ils sont attachés ensemble, belashon hazeurit, avec la laine qui a été teinte en rouge, kenyan shenemar, comme c'est marqué, ve'et etz ha'erez, ve'et sheni atolaat, ve'et ha'izov, on voit qu'ils sont cités ensemble, kichachat les shloshtam. Il les prenait les trois ensemble. Kichachat, une seule prise les shloshtam pour les trois. Yachol, alors aussi on peut en déduire, Keshem sheno bichlal agudakom, il n'est pas dans ce bouquet, l'oiseau, car loté bichlal tvila, peut-être que lui aussi ne doit pas être trempé comme le reste. Talmud Lomar, la Torah elle nous dit, vetaval otam, il va les tremper donc. Le bois de cèdre, l'hysope, qui les deux sont attachés par cette laine rouge, ve'et à tzipor achaya, et ainsi que le tzipor achaya, que l'oiseau vivant. Irzir et à tzipor l'ichlal tvila, il a remis le tzipor, l'oiseau, en l'incluant dans ce qui devait être trempé. Maintenant, une fois qu'il a trempé donc l'oiseau et le bouquet, pasuk zayin ve'iza, il va asperger al amitaer sur le candidat à la purification. Ne pas confondre métaer et mitaer. Mitaer, c'est celui qui reçoit la purification. Minatsarat, de la lèpre. Sheva Pamim, donc il va asperger 7 fois. Vetiharo, et par cela il va le purifier. Veshilach, et il enverra et atzipor achaya, l'oiseau qui est vivant, alpene asadé, sur la face du champ, c'est-à-dire dans un endroit où personne n'habite. Pasukret, vechibes hamitaer. Donc l'homme candidat à la purification va laver, c'est-à-dire qu'il va tremper et begadav, ses habits, vegilach et kol searo, et il sera rasé de tous ses poils. C'est le Kohen qui va le raser entièrement. Ferachatz bamaim, puis il se trempera dans l'eau. Ici, on parle toujours du mitaer, de celui qui est candidat à la purification. Vetaer, et là, il sera taor. Feachar, et après cela, yavo el amachane, il rentrera dans le camp. Veyashav michutz leaolo,
mais il restera à l'extérieur de sa tente, Shiva Yamim, pendant 7 jours. C'est-à-dire que pendant ces 7 jours, il est encore tamé, moindre, bien sûr, mais il est encore tamé. Et donc, il doit être à l'extérieur de sa tente. Feyashav michutz laolo, la Gemara d'étudier, et c'est ici ramené dans Rashi, mais la met shaso betashmish amita, de là on apprend qu'il n'est pas autorisé à avoir des relations conjugales. Il vit plus à l'extérieur du camp, certes, mais à l'extérieur de sa tente. Pasuk tet. Ve'haya, ce sera bayom hashevi, le 7e jour depuis le début du processus de purification. Yigalach et kol searo, il va devoir se raser tous ses poils une seconde fois, et encore une fois, ici c'est pas lui-même qui le fait, mais c'est le Kohen, être au chaud, les poils de sa tête, ve'et zekano, sa barbe, ve'et gabot enav, ses sourcils, ve'et kol searo yigaleach, et il va se raser, du moins il sera rasé de tous ses poils, puis vechibes et begadav, il va laver ses vêtements, c'est-à-dire qu'il va les tremper, verachatz et besaro, et il va laver sa chair, c'est-à-dire que lui-même aussi va se tremper, bamaim dans de l'eau, pas obligatoirement de l'eau maim chaim, mais même dans l'eau du mikvé, vetaher, et là il sera taor. Il redevient cette fois-ci encore proche, plus proche, on va dire, de la purification totale. Il sera quand même interdit pour lui encore certaines choses, mais là, on se rapproche de plus en plus de l'étape finale de sa purification. Et kol searo, ici dans le passouk, il y a ce qu'on appelle un klal ou prat ou klal. C'est quoi klal ou prat ou klal? C'est que d'abord la Torah nous a parlé d'une généralité, yegalach et kol searo, il sera rasé de tous ses poils. Puis la Torah, elle nous dit un prat, elle nous dit des détails, rocho, sa tête, zekano, sa barbe, ve'et gabot enav, ses sourcils. Puis la Torah revient sur un klal, une généralité, ve'et kol searo yigaleach, et tous ses poils, il va raser. C'est ce qu'on appelle un klal, ou prat, ou klal. Pour nous dire, les havi kol makom kenos sear venire, c'est pour nous dire qu'il doit raser tout ce qui est à l'exemple des détails qu'on a donnés, c'est-à-dire mekom kenos sear, un endroit du corps où il y a des poils, venir et qui est visible. De la même manière qu'il va raser tête, barbe et sourcils, il devra raser tout endroit où il a des poils et que ces poils-là, ils sont visibles. Donc ça maintenant, il a déjà passé 2 étapes de purification. Maintenant, 3e étape. Pasuk Yud, Uvayom Hashemini, et le 8e jour, Yikar, il prendra Shene Kevasim, 2 moutons, Temimim, parfaits, sans défaut, un qui sera un korban Hacham, donc qui est semblable à un korban Khatat, et un qui sera un korban Ola, Vekafsa Achat, et une brebis, Bat Shenata, qui est dans sa première année, Temima, elle aussi parfaite, c'est-à-dire sans défaut, ou Shlosha Isronim, et 3/10 solettes de farine, mincha, comme oblation, Belula Vachemen, qui sont mélangés avec de l'huile, Velog Echad Shamen, et en plus un log d'huile. Donc ici, il doit amener pas mal de choses, 2 moutons, une brebis, 3 isronim, 3/10 de epha de farine et un log d'huile. Rashi ve kafsa chat le chatat. Cette kafsa, elle va être chatat. Ou shlosha isronim. Pourquoi il devait amener 3 isronim? Et nirse shelosha kevasim alalou, pour les libations de ces 3 moutons. Chez chatato ve'ashamo shel metzora, parce que le korban chatat et le korban hacham du metzora, teunim nesachim, il doit y avoir aussi des libations avec, c'est-à-dire que l'on va verser
de l'huile. Velog echad shamen, les azot alav, pour l'asperger sheva cette fois, veliten mimenu, et pour donner une partie de cette huile al tenoch ozno, sur le cartilage de son oreille, ou matan beonot, et de mettre sur les pouces. Pasuk Yudalef, Ve'emid, et donc il va le placer à Kohen Ametaer, le Kohen qui purifie. Donc encore une fois, ne pas confondre Mitaer et Metaer. Mitaer, c'est celui qui reçoit la purification. Metaer, c'est celui qui fait la purification. Donc Ve'emid à Kohen Ametaer, il va placer le Kohen purificateur. Et Aish Amitaer, l'homme qui doit recevoir la purification, Ve'otam, et eux, donc tous ces corbanotes-là, Lifne Hashem, devant Dieu, Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed, à la porte de la tente d'assignation. Il ne peut pas encore rentrer dans la Hazara, il ne peut pas encore rentrer dans le parvis même du temple, il doit être à la porte. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, c'était où exactement cet endroit-là? Lifne Hashem, Rachid expliquait, Péchar Nikanor, à la porte de Nikanor. Velo ba'azara atzma, et pas dans la Hazara elle-même, c'est-à-dire dans la cour intérieure, dans le parvis du Beth Amikdash, les filles chez Mechoussar Kippourim, les filles car chez Mechoussar, il manque encore Kippourim d'expiation, il n'est pas encore arrivé au bout du processus de purification. Il est qu'à la troisième étape. Pasuk Yud Bet. Felakach Kohen, le Kohen, il prendra et à Keves Aichad, le premier mouton, veikriv oto le Hacham, il va le sacrifier comme korban Hacham, ve'et log Hachamen, et le log d'huile, ve'enif otam tenufa, il va les balancer avec un balancement, l'ifne Hachem, devant Hachem. Alors ici, il commence par le korban Hacham, parce que c'est le korban Hacham, ce korban-là qui va lui permettre de pénétrer à l'intérieur de la zone du Mikdash, avant de continuer le processus de purification. Donc il est au Shar Nikanor, qui se trouve du côté est. Là-bas, il y a la préparation par la Tenoufa, par le balancement du korban Hacham, de l'homme qui demande sa purification, et tout cela se fait l'ifne Hachem devant Hachem, ça veut dire à l'est de la Hazara. Rashi veikriv oto le Hacham, il va donc le sacrifier comme korban Hachem, yakrivenu, il va l'approcher les Tocha Hazara, dans la Hazara, les Shem Hacham, comme korban Hacham, les Hanif pour le balancer. Sheu taun tenufachai, parce que ici il y a une particularité, c'est qu'il a besoin, ce mouton, avant d'être sacrifié, d'être balancé alors qu'il est encore vivant. Ve'eni fotam, et donc il va les balancer. De quoi on parle ici? Du Hacham, du korban Hacham, donc du premier mouton, ve'et alog, et du log. Donc maintenant, nous allons continuer à étudier le processus de purification du mitaer, de celui qui est candidat donc à retrouver sa pureté. Donc, le Metzora est toujours à l'entrée du Mikdash, et cette fois-ci, il faut s'occuper du deuxième mouton. Pasuk Yud Gimel, Veshachat, et il égorgera, on parle bien sûr du Kohen, et à Keves, le mouton, ou Bimkom, à l'endroit, Asher Yishrat et Achatat, où habituellement on faisait la shrita d'un korban khatat, ve'et aola, ou bien d'un korban ola, bimkom à Kodesh, dans l'endroit saint. C'est-à-dire que le Metzora ne peut toujours pas rentrer, mais le Kohen, lui, alors que précédemment, on a vu qu'il a agi d'une certaine manière concernant le premier mouton, ici, pour ce deuxième mouton qui est un korban Hacham, il doit faire autrement, il doit prendre le korban, donc vivant, l'amener à la porte du Mikdash. Le Metzora, le lépreux, se trouve dehors, donc il ne peut juste mettre que ses mains à l'intérieur pour y faire la smicha, c'est-à-dire appuyer ses mains sur le korban. Puis le Kohen prend le korban
et l'amène à l'endroit où habituellement on fait le korban khatat, c'est-à-dire au côté nord du misbeach, au côté nord de l'autel. Et donc, la Torah nous dit, car khatat, c'est comme un korban khatat, à Hacham, où le Hacham est la Kohen pour le Kohen. C'est-à-dire que ce korban-là, qui est un korban Hacham du candidat à la purification, on devra lui faire tout ce qu'on fait habituellement pour un korban khatat, Kodesh, Kadashim, où il a le statut de Kodesh, Kadashim. Ça veut dire que la viande pourra être consommée par les Kohanim avec certaines restrictions, etc., etc. Mais ici, la Torah est obligée de nous préciser que ce mouton-là, il est indigne de khatat, parce que étant donné qu'on va faire des choses qui ne sont pas habituelles, on pourrait penser que tout le processus de sacrification, il soit différent. Non, la Torah nous dit, à un certain niveau, il est comme un korban khatat classique. Regardons ce que nous dit Rashi. Bimkom asher ishrat, à l'endroit où il fait la shrita. C'est où cet endroit-là? À l'Yerech HaMizbeach, sur le côté du Mizbeach Batsafon, au nord de l'autel. Uma Talmud Lomar. Rashi se pose une question. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre qu'un korban Hacham, on doit lui faire la shrita, on doit l'égorger au même endroit où on égorge le korban khatat? C'est quelque chose de connu. Ve'alo kvar ne'emar. Voilà, on a déjà dit Betorat Hacham concernant les lois du Hacham, Beparashat Tzav et Aaron dans la paracha de Tzav, celle que nous avons étudiée il y a quelques semaines. Chez Hachan, Ta'un, Shrita, Batsafon, qu'un korban Hachan, il a besoin que sa shrita se fasse au côté nord. Donc pourquoi ici la Torah a besoin de souligner, tu sais, ce Hacham, il est comme un khatat. Alors Rachid expliquait, les filles chez Yad Sazé, car celui-là est sorti, Michlal Hachamot, de la généralité de tous les autres korban Hachan, Lidon Be'amada, parce que ici on a vu qu'il devait être mis différemment que d'habitude un korban Hacham. Donc on aurait pu dire Yachol Te'e Shritato Bimkom Amadato. On aurait pu penser que sa shrita se fait aussi à l'endroit où il a été mis et présenté. Les Kach Neymar, c'est pour ça qu'on nous dit Veshachat Bimkom Ashaishrat. Attention, même si c'est vrai que le candidat à la purification se trouve à l'extérieur et que là-bas on lui a présenté son korban, on aurait pu donc penser que, on continue à faire la shrita à cet endroit-là. Non, la Torah dit non. C'est pas parce qu'il y a ici une exception que tu dois continuer à agir de manière exceptionnelle. À partir du moment où a été fait la hamada, ça veut dire il a été placé, où est-ce qu'il a été placé? Vivant, je le rappelle. Là, le Kohen va prendre ce hacham et continuer un processus classique de hacham qui est comme un korban khatat, c'est-à-dire qu'il va aller au nord du misber pour faire la shrita, etc., etc. Qui kachatat? Car comme le khatat, qui kechol achataot, il est comme tous les khatat. À hacham azé, ce hacham où il est la Kohen pour le Kohen. Bechol avodot atluyot ba Kohen, pour tous les services qui sont dépendants du Kohen, ishva hacham zé le khatat. Ce hacham, il est équivalent à un korban khatat. Chez l'automar, parce que tu vas pas dire, ou il veyat sadamo michlal she'ar hashamot, puisque son sang est sorti de la généralité des hacham. Pourquoi? Parce que l'usage qu'on va faire du sang de ce korban, il est exceptionnel. Pourquoi? Lehinaten altenor ou behonot, puisque une partie de ce sang va être appliquée sur le cartilage de l'oreille et sur les pouces de celui qui est candidat à la purification. Loyetaun matan damim vemurim legamizbeach. Alors on aurait pu penser que le reste du sang, ou bien tout ce qu'on a l'habitude de sacrifier en même temps qu'un korban khatat sur le misbeach, sur l'autel, c'est-à-dire les intestins, etc., etc., on aurait pu penser, bon, puisqu'il est exceptionnel dans ce détail-là, qu'il faut mettre du sang sur le mitaer, cartilage et sur les pouces, donc peut-être qu'à partir de là, il est complètement sorti de l'habituel. Les kach ne'emar, c'est pour ça que la Torah nous dit, ki kachatat a hacham ou la kohen, car le korban khatat, c'est un hacham ou la kohen, ça veut dire quoi? Ce korban la hacham, il est comme un korban khatat, ki kachatat, comme le korban khatat a hacham ou la kohen. Ce hacham, il est pour le kohen, il doit continuer à agir tout à fait normalement. Yachol yedamo nitan le mal kachatat. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout dans la comparaison, c'est-à-dire que lorsqu'on va asperger le sang sur le misbéach, il faudra le faire vers le haut du misbéach comme un khatat. Talmud Lomar, la Torah vient nous apprendre Zot Torah Hacham, c'est pas dit dans
ici, il faut faire que le hacham, son sang, il soit toujours aspergé vers le bas et jamais vers le haut. C'est-à-dire que, même si Rachid ne nous l'amène pas ici, il fait référence à un autre enseignement qui est dans Torah de Kohanim, qui est dans le Midrash concernant Vaikra, où on nous dit que dans tous les cas, le Korban Hacham, son sang doit être aspergé vers le bas. Alors faisons un petit résumé. Étant donné que ce Korban-là est différent à plusieurs niveaux. Premièrement, à l'endroit où il est présenté. Il est présenté devant le Mitaer, à l'extérieur du Mikdash. De l'usage que l'on fait de son sang, puisqu'une partie de son sang, quelques gouttes, sera déposée dans le cartilage de l'oreille droite et sur les pouces des pieds et mains droits. Donc on aurait pu penser qu'il est hors norme. La Torah vient le ramener pour nous dire non, il est comme un khatat. C'est-à-dire qu'il doit être sacrifié à l'intérieur du Mishkan, du côté nord du Misbéach, etc., etc. Mais attention, tout en respectant la particularité d'un hacham classique, on va dire, c'est-à-dire que lorsque l'on va asperger le sang sur le misbéach, il faudra le faire vers le bas du misbéach, vers le bas de l'autel, et pas vers le haut de l'autel comme un korban khatat. Donc c'est un petit peu technique, mais on a compris que ici, dans ce passouk-là, la Torah veut bien préciser les contours de ce second korban du mitaer, du candidat à la purification. Pasuk Yud Dalet. Fait la kach à Kohen, le Kohen il prendra midan ma'acham, du sang du hacham, venatan, et il le donnera à Kohen. Le Kohen alteno rosen hamitaer ayemanit, sur le cartilage, c'est-à-dire dans la partie intérieure de l'oreille du mitaer ayemanit, donc l'oreille droite, ve alboen yado ayemanit, sur le pouce de sa main droite, ve alboen raglo ayemanit, et sur le pouce de son pied droit. Rachid Tenor, Gader Emtsai Shebaozen, il dit c'est le cartilage qui se trouve à l'intérieur de l'oreille, Ulshon Tenur, Lo Noda Li. Et donc l'étymologie du mot Tenur, je ne le sais pas. Ve'apotrim Korim Lo, et ceux qui veulent l'interpréter l'appellent en vieux français quelque chose qui ressemble à Tinrun. Tinrun, alors c'est peut-être l'étymologie du mot tendon, tendron, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le cartilage qui se trouve à l'intérieur de l'oreille. Bohen, Goudal, c'est le pouce. Certains commentateurs dans la Mishnah disent que Tenur, c'est tor. Tor, ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur. C'est la contraction donc du mot tor, qui signifie intérieur, et quelque chose qui est aussi la contraction du mot nour, qui d'après le Tosafot nour, ça veut dire quelque chose en hauteur. Et donc, quand on a contracté le mot tor et nour pour désigner la partie de l'oreille qui est à l'intérieur plus vers le haut, donc c'est celle du milieu, ça a donné tenour. Mais Rachid, de toute façon, lui, reste en disant Ulshon tenour lo nodali. L'étymologie du mot tenour ne m'est pas connue. Pasuk tedva velakach Kohen. Le Kohen prendra milouga hachamen. On se souvient qu'il avait amené une quantité d'huile, donc il prendra une partie du log hachamen, veyatzak, et il va le verser al kaf à Kohen, dans la paume du Kohen, hasmalit, de sa main gauche. Donc ici, il semblerait qu'il faut un deuxième Kohen pour ce processus-là, puisque on ne parle pas de sa paume, mais on parle de la paume d'un Kohen. Donc de là, on peut comprendre qu'il y avait ici un deuxième Kohen. Même si le Rambam dit que s'il verse sur sa propre paume, il n'y a pas de problème, mais ici, il semblerait qu'il y ait un deuxième Kohen. Et à ce moment-là, ce Kohen donc a de l'huile dans la paume de sa main gauche. Pasuk tetzain, vetava la Kohen et tetzbao hayemanit. Le Kohen va tremper son doigt de la main droite, min hashemen, de l'huile asher al kapo asmalit, qui se trouve sur sa paume, du moins plutôt dans sa paume gauche, veiza min hashemen bezbao, et il va asperger de cette huile avec son doigt, sheva pe'amim, cette fois l'ifnei Hashem, devant Dieu. C'est quoi l'ifnei Hashem? Donc il se trouve encore à côté du Misbéach, c'est Keneged Bet Kodesh HaKodashim, en direction du Saint des Saints où se trouve l'Arche Sainte. Pasuk Yudzaïn, ou miyeter Hashemen, et du reste de l'huile, Asher al Kapo, qui se trouve dans sa paume, Yiten HaKohen, il va donner le Kohen, Hal Tenoch Ozen Hamitaer Ayemanit, dans le cartilage intérieur
de l'oreille de celui qui est candidat à la purification, l'oreille ayémanite droite, ve'alboen yado ayémanite est sur son pouce de sa main droite, ve'alboen raglo ayémanite est sur le pouce de son pied droit, ve'al dama hacham est sur le dama hacham, sur le sang du korban hacham que nous avions étudié précédemment. Pasuk yutret ve'anotar bashemen, et ce qu'il reste d'huile, Asher al-Kaf à Kohen, qui est encore dans la paume du Kohen, Yiten, il va le mettre, il va le verser, al-Rosh Amitaer, sur la tête du candidat à la purification, Vechiper alav à Kohen, et le Kohen donc va lui faire une expiation, Lifne Hashem, devant Dieu. Pasuk Yutet, Veasa à Kohen et Achatat, le Kohen va faire le Chatat, Vechiper al-Amitaer, et donc il va faire l'expiation sur le candidat à la purification mitumato de son impureté, et après il va faire la shrita de son korban ola. Le Ramban d'expliquer ici qu'on a besoin de plusieurs korbanot, un korban, un sacrifice pour la faute en elle-même, ce qui l'a rendu Metzora, un deuxième korban qui est un korban khatat pour la période où il a souffert de sa plaie. Il est possible que pendant cette période-là, il aurait évoqué peut-être, Hazvi Shalom, des reproches envers Akadosh Baruch Hu, pourquoi une telle chose lui est arrivée. Donc là aussi, il faut le purifier de cela. Et on finit par un korbanola pour qu'il récupère son droit à entrer dans le Mikdash et récupère sa pureté. Pasuk Raf, Ve'ela Kohen, et le Kohen, il fera monter et Taola, le Korbanola, Vet Mincha, et l'oblation Hamizbecha sur le Mizbeach, puisqu'on sait qu'un Korbanola est complètement consacré à Dieu, Vechiper Alav Kohen, et le Kohen va lui faire son expiation, Vetaer, et il sera pur. Vet Mincha. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a ici des oblations, on n'en a pas parlé précédemment. Rachidi, Minchat Nesachim Shel Bema. Ce sont la mincha de libation pour la bête. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on amenait le korban, il fallait absolument amener avec une quantité de farine, d'huile et de vin, donc rien d'exceptionnel. Ici, donc, on ne nous parle pas de quelque chose de particulier, simplement ce qu'on a l'habitude de l'amener lorsqu'on amène un tel korban. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem. On se retrouve pour la suite de notre étude.